Merci d'être là. Je suis ravi que toutes les personnes que j'avais sollicitées soient présentes à une exception près, c'est Philippe Rouillet. Mais je suis aussi très satisfait de voir des visages connus, mais que je n'attendais pas forcément, comme Maryse Cruzel, comme Muriel Machefer. Je me suis posé des questions de parité. En fait, j'aurais dû vous appeler directement. Ça aurait été plus simple. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis un vieux ligueur ou si je suis un jeune adhérent d'Espace Mars ou si c'est parce que j'ai commis quelques mises en scène, mais on m'a demandé d'animer un débat sur un thème absolument impossible, qui est théâtre et éducation populaire. Je dirais tout à l'heure que ce n'est pas moi qui suis à l'origine de ce thème-là, mais je le trouve quand même assez intéressant. Alors, juste très vite, pour se mettre d'accord, bon, la notion d'éducation populaire, on ne va pas commencer à essayer de la définir, mais les termes majeurs auxquels on est attaché les uns les autres, je crois, c'est un mouvement qui permet l'émancipation des individus, qui peut produire des transformations politiques et sociales et qui augmente la puissance démocratique d'agir. Ces éléments de définition, je les emprunte à Christian Morel, dont on a parlé très récemment et qui, je crois, sera un prochain invité d'Espace Mars. Bon, ça, c'est pour l'éducation populaire. Pour le théâtre, alors, c'est pire. Comment définir le théâtre? Cézanne disait la peinture, est-ce que vous n'auriez pas une question un petit peu plus petite? Mais on sait qu'au travers du théâtre, il y a des théâtres qui sont en jeu. Il y a le théâtre dit bourgeois et le théâtre populaire. Il y a le théâtre amateur et le théâtre professionnel. Il y a plein de choses. Et avec le même mot, nous n'y mettons pas toujours les mêmes éléments. Ce qui me semble important, c'est de réfléchir ensemble, d'échanger à partir de vos expériences sur… Yann Fabre parlait du pouvoir des folies théâtrales. Moi, du pouvoir du théâtre par rapport à l'éducation populaire. Est-ce que le théâtre a un rôle à jouer? Il l'a incontestablement joué par le passé. Est-ce qu'il va y avoir un rôle dans le futur? Comment on l'imagine? Comment toutes ces notions peuvent évoluer. C'est sur ça que je souhaiterais que chacun s'exprime. En ce qui concerne la gestion du temps, je vous propose de consacrer la première heure à un petit tour de table. Il y a 8 participants, ça fait 6 à 7 minutes par participant. Un premier tour de table pour voir ce que le thème inspire à chacun, après s'être présenté. Et puis la deuxième heure serait plus libre et plus désordonnée, enfin, avec la possibilité à tous de compléter, d'interpeller. Enfin, vous avez l'habitude des tables rondes. On regrette bien sûr qu'elle soit dématérialisée parce qu'on aime bien la chair au théâtre. Là, voir des images, bon, c'est plus le cinéma que le théâtre. La première personne à qui je voulais passer la parole, c'était Stéphane Brunel. Il m'a dit, il suffit de dire que je suis président de la Ligue. Bon, peut-être. En tout cas, Stéphane Brunel est à l'origine, de ce rapprochement qu'il y a eu entre la Ligue de l'enseignement et Espace Marx, deux institutions, de mouvements qui cherchent le même port, visiblement, et qui aiment bien échanger. Il est à l'origine de cette problématique théâtre et éducation populaire. Il a d'ailleurs, en interne à la Ligue, demandé à la commission culture qui prépare son projet de ne pas oublier cette affaire-là. Donc, je ne sais pas qui va donner la parole ou si c'est chacun qui la prend. Stéphane, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu que nous nous réunissions et que nous parlions un petit peu de cette chose-là? Oui, ben Michel, merci beaucoup. Je suis donc la cause de cette rencontre, ou celui qui a déclenché cette idée-là. Mais moi, je voulais vous remercier et vous dire à la fois bonsoir à toutes et à tous et vous remercier d'avoir répondu aussi rapidement à cette proposition. Et je ne vais pas citer l'ensemble des protagonistes, mais vraiment, merci très chaleureux.
Alors, pourquoi cette idée de rencontre, d'échange, débat autour de ce thème-là? Un, parce que j'y connais rien, donc j'ai besoin de faire mon acculturation. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais bon, c'est aussi pour ça. Et là aussi, c'est parce que nous avons été interpellés au niveau local, girondin et puis national, parce qu'il ne vous a pas échappé que les lieux de spectacle sont fermés et du coup, il y a des initiatives qui se sont développées un peu partout. Et moi, je voulais réinterroger et repartir des initiatives et redire euh, pourquoi le théâtre était une dimension importante, parce que, et Michel l'a dit et a évoqué ça, c'est un endroit où il y a de la chair, et là on est à distance et ça pose quand même des problèmes. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on ne se voit pas qu'on ne peut pas réfléchir sur ce sujet-là. Moi, je voudrais rappeler juste quelques éléments, et je ferai beaucoup moins long que 6 ou 7 minutes, j'espère. C'est que si j'en juge par le sens premier du mot théâtre, hein, il y a, alors Michel disait, le cinéma, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre avec l'écran là, mais en anglais, le mot théâtre, c'est aussi le cinéma, c'est le même mot. Et étymologiquement, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais le mot théâtre signifie qui regarde et de l'endroit d'où je regarde. Donc, évidemment, il a dans son étymologie le sens de celui qui regarde. Et pas forcément, c'est assez étonnant, étymologiquement, c'est pas lié à ce que l'on nous montre. C'est celui qui regarde et l'espace dans lequel je peux regarder ce qu'on me montre. Et voilà pourquoi l'idée m'est venue, c'est qu'en fait, on parle à des... Stop, le Oui, muet. oui, on a perdu la parole du président. Oui, Ah, voilà. voilà. Ah, on m'a coupé Ça la y est, on piste. la Alors retrouve. voilà. Voilà. Je ne sais plus où j'en étais. Alors du coup, À je disais l'étymologie. à l'étymologie. Voilà. Donc rapidement, en fait, l'étymologie disait nous dit que spécifiquement, on ne s'intéresse pas à ce qu'on nous montre, mais à celui qui regarde et l'espace d'où je regarde. Donc étymologiquement, c'est assez intéressant. Deuxième chose qui m'est apparue forcément évidente avec le lien entre l'éducation populaire et le théâtre, c'est que la Ligue de l'enseignement est structure, mais pas la seule, mais au moins celle-ci porteuse d'émancipation, ressemble étrangement à ce que le théâtre peut faire, c'est-à-dire une projection d'un espace réel, virtuel, mais qui n'est pas le mien, c'est-à-dire hors moi, qui peut dire des choses et qui a une dimension politique au sens noble du terme. C'est-à-dire que le théâtre peut transformer mon idée de la société, transformer mon idée et de la représentation que je me fais de ce que je suis ou de ce que la société peut être. Et le théâtre me paraît une transformation assez, pour le coup, intellectuelle, mais qui donne du sens et qui porte un sens particulier. Alors évidemment, il y a tous les théâtres et toutes les formes possibles. Moi, je voulais aussi prendre un temps pour réengager entre guillemets, penser le théâtre comme un acte politique majeur. Il a toujours eu des dimensions subversives dans un combat politique, on le sait, ce n'est pas à vous que je l'explique. Mais ce qui m'interroge, comme ce qui m'interroge au niveau de la Ligue de l'enseignement, c'est parfois ce risque de ce que j'appelle l'institutionnalisation. C'est-à-dire qu'il faut faire attention que le théâtre ne soit pas parlé que par des gens de théâtre et ne soit pas intellectualisé que par des gens de théâtre, parce que sinon, il y a une dichotomie entre ceux qui le regardent, ceux qui le pensent et ceux qui le proposent. Et du coup, ça peut poser des problèmes. C'est une interrogation, hein, mais il me semble que ça peut poser des problèmes. Et le plus gros problème que je vois, moi, aujourd'hui, c'est peut-être cette distanciation entre un public que l'on voudrait de plus en plus populaire qui va au théâtre et le résultat qui fait que, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a beaucoup plus de gens dits populaires plus de gens qui vont au théâtre? Ça me paraît une des grandes questions. Et je ne voudrais pas être plus long que ça, mais je pense que le théâtre, et ça m'est paru comme une évidence, puisque la Ligue, je vous le rappelle, a participé à la création du Festival d'Avignon, a participé à la création aussi, on l'oublie, mais au Festival de Cannes. La Ligue de l'enseignement a toujours porté ces valeurs-là. Et elle a toujours porté les valeurs d'émancipation,
pour une éducation populaire qui va vers des univers qui ne sont pas, on va le dire comme ça, naturels intellectuellement. Voilà, j'ai mis un peu toutes les interrogations que j'avais en tête, je vous les livre comme ça, mais c'est aujourd'hui ce qui me pose question, moi, à la Ligue, avec les ligueurs qui sont là présents, me semble-t-il, et qui résonnent dans ce que vous portez, vous, hommes et femmes de théâtre, et je le crois, ce que vous portez, vous, hommes et femmes de l'espace Marc, et tout ça se mélange joyeusement. Voilà. Merci Stéphane. Alors tu as menti sur un point en disant que tu étais celui qui ne s'y connaissait pas. Car en fait, tu t'y connais un peu et tu as abordé plein de choses très, très importantes, notamment la place centrale du public. Ça, je crois que c'est vraiment fondamental. Quel public va au théâtre? Planchon disait les ouvriers vont au théâtre lorsqu'ils les construisent. Et après, ils n'y vont plus. C'est quand même une problématique qui nous préoccupe, qui continue à nous préoccuper, d'autant plus qu'elle se cumule avec la problématique de la jeunesse, qui a des formes d'ouverture au monde bien différentes. Tu ouvres aussi des questions par rapport à cette dichotomie entre les professionnels et les amateurs. Effectivement, le théâtre n'appartient pas qu'aux professionnels, aussi important que soit leur rôle. Et là, nous sommes quand même très défavorisés par l'histoire, par quelque chose de structurel. D'abord Malraux, qui sépare le théâtre amateur en le laissant du côté de jeunesse et sport, et le théâtre de professionnel, ministère de la Culture. Et en fait, Jacques Lang, avec les meilleures intentions du monde, a sans doute à renforcer cette difficulté-là qui s'est accentuée avec des problèmes esthétiques. Pour te répondre, j'ai envie de passer la parole à Vincent Taconnet, d'abord parce qu'il est chez lui, Espace Marx, c'est chez lui, qui s'y connaît, lui aussi, il pratique le théâtre amateur, pas autant que certains le souhaiteraient, mais il fait avec le temps qu'il a. Et d'autre part, et ça j'aimerais qu'il l'évoque, il est très dans la question du public, dans la mesure où il anime un réseau de spectateurs sans arbitraire sur les endroits où ils sortent ensemble. Donc tu voudrais enchaîner, Vincent, je te prie? Muet. Vincent, tu es muet. Vincent, tu es muet. Merci Muriel. Ça n'allait pas durer. Je reconnais bien là la technicienne. Donc, je disais que je suis un peu pris de court, mais en même temps, bien sûr, je me fais un plaisir d'intervenir. Je suis comme chacun d'entre vous, une sorte d'immense et d'intense paradoxe à traiter de théâtre et d'éducation populaire, alors que, évidemment, nos appareils font écran. À mon avis, ce qui caractérise par-dessus tout et par-dessus tous et tout le théâtre, c'est le fait que c'est un art qui, d'une part, est éphémère et qui, d'autre part, évidemment, n'existe que dans le rapport physique et distancié, mais peut-être pas cette distanciation dont on nous rabat les oreilles à propos de la Covid, mais distanciation à la fois telle que Brecht l'a théorisée, mais aussi telle qu'elle existe en réalité au théâtre. Parce qu'enfin, une de ses caractéristiques, c'est le fait que les spectateurs sont avec les acteurs et en même temps, bien sûr, ne sont pas les acteurs. Ils ont donc un rôle considérable et en même temps totalement différent de ce qui se passe sur scène. C'est tellement vrai d'ailleurs que les acteurs, particulièrement les acteurs en herbe, mais les autres aussi,
peuvent être complètement différents rien qu'en passant cette barre qui joue un rôle magique, qui n'existe pas, mais qui fait qu'on va de la salle au plateau ou des coulisses au plateau lorsqu'on joue au théâtre, lorsqu'on participe à cette activité la plupart du temps collective. Alors bien sûr, réduire le théâtre à une pièce avec des personnages, ce serait ridicule, puisque c'est un art qui a évolué constamment. Mais ce qui est certain, c'est que la relation acteur-spectateur, quelquefois relation dans une brève fusion ou dans une fusion volontaire, mais assez rarement, cette relation, à mon avis, fait l'essentiel du théâtre. Et de ce point de vue, j'ai toujours été très, très satisfait, malgré son caractère général, par l'emploi du mot spectacle vivant. Alors après, la question qui se pose, c'est effectivement théâtre pour qui? Et de ce point de vue, la lettre, alors j'espère ne pas me tromper dans le titre, mais la lettre au directeur de salle ou la lettre au directeur de théâtre de Denis Guenoun est à la fois tout à fait savoureuse et tout à fait lucide, puisqu'effectivement, il souligne à quel point le monde du théâtre, tel qu'il est de nos jours en France, ça ne veut pas dire que c'était le cas à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, par exemple, ou au Kerala. Mais tel qu'il est en France, évidemment, la caractéristique du théâtre, c'est qu'il mêle un public qui peut devenir acteur avec des acteurs qui peuvent devenir le public. En clair, on se retrouve entre nous et dans un entre-soi qui est à la fois très plaisant et évidemment très frustrant, parce qu'on rêve d'élargir le théâtre, mais même un spectacle qu'on peut souhaiter de qualité, qui serait joué 500 fois de suite dans une salle pleine, ne ferait pas, entre guillemets, l'audience d'une grande série de télé ou de je ne sais quelle initiative de cet ordre ou de ce domaine. Voilà. Alors après, quand même, je crois qu'il y a, qu'on peut dire, avant de dire quelques mots de l'association de théâtre, non pas que j'anime, mais qui m'anime et à laquelle je participe le plus activement possible, je voudrais quand même revenir sur, par exemple, l'existence extrêmement menacée, depuis qu'elles existent d'ailleurs, l'existence des sections de théâtre dans les établissements scolaires. Les choses sont claires pour ceux qui les ont fréquentées. Les élèves qu'on trouve dans les sections de théâtre sont à l'image des élèves des lycées en règle générale. C'est-à-dire qu'on y trouve à la fois des élèves qui peuvent être excellents et qui sont là à la fois parce qu'ils sont excellents et par passion théâtrale, mais aussi des élèves qui sont en difficulté scolaire et quelquefois en décrochage scolaire. Évidemment, quand on est prof de théâtre, on a droit à quelques confidences parce que les codes de relation entre profs et élèves dans les sections de théâtre ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qu'avec d'autres secteurs de l'enseignement. Mais en revanche, il y a des codes, bien sûr. Ça n'empêche pas certains élèves d'être venus me voir et de me dire, parce que je me plaignais du fait que leur travail était insuffisant, de me dire, mais monsieur, attendez, si je n'étais pas en section théâtre, j'aurais quitté le lycée. C'est-à-dire que pour des élèves en passe de décrochage, le théâtre, la section théâtre, où on apprend à désapprendre et où on apprend à apprendre, cette section théâtre, elle est absolument indispensable. Et comme les autres sections artistiques, il faudrait qu'elles fussent développées
de façon bien plus importante qu'elles ne le sont. Puisqu'on parle d'éducation populaire, on peut parler d'éducation tout court et du rôle du théâtre dans l'éducation. Alors, pour ce qui est du reste, bien sûr, l'association de spectateurs à laquelle j'adhère depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années, l'association SOR, a pour caractéristique à la fois de programmer en délibération participative, si je puis dire, au début de l'année, les spectacles choisis dans l'année, et il y en a une douzaine en gros à chaque fois. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est d'être soucieux dans ses choix de, comment dirais-je, de respecter la diversité théâtrale existant dans la région bordelaise et d'essayer donc d'aller vers des structures qui peuvent être très différentes, à la fois reconnues institutionnellement ou éphémères. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, qui pour moi a une importance considérable, avec comment dirais-je, une réussite relative, mais qui est absolument indispensable, c'est la discussion, suivie d'ailleurs d'un repas convivial, la discussion quelques jours après le spectacle sur le spectacle. Et là, il s'y passe des choses très importantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est à la fois qu'il y a un véritable rôle d'éducation populaire, d'échange et d'apprentissage qui, de ce point de vue, est, je dirais, quasiment totalement, je ne sais pas si on me reconnaîtrait dans ce que je dis, quasiment totalement horizontal, c'est-à-dire que la parole de chacun est aussi utile que la parole de chacune et de l'autre. Donc, d'une part, des relations comment dire, horizontales et en même temps, bien sûr, une sorte de réviviscence d'un spectacle qui, par définition, est éphémère, mais dont on s'aperçoit que le souvenir qu'on en a, la vision qu'on en a eue, que chaque spectateur en a eu, nourrit une discussion extrêmement enrichissante et presque aussi forte que les spectacles qu'on a pu voir, quoi. Donc, de ce point de vue, ça me paraît quelque chose de très important. Bien sûr que, comment dire, le rêve d'apporter le théâtre à ceux qui n'y ont pas droit est un rêve dont les limites se font rapidement sentir, mais d'une part, il n'y a aucune raison pour que ce rêve ne soit pas poursuivi. De la même manière, l'audience théâtrale est une audience relative, mais elle est extrêmement importante, et en qualité, et quelquefois en quantité. Et de ce point de vue, par exemple, le développement du théâtre de rue et ce qu'il peut donner en est la preuve magistrale, à mon avis, vraiment, quoi. Il y a des moments extrêmement forts. Et ce qui, je crois, est très, très important, c'est qu'on parlait de chair tout à l'heure. Je crois que ce qui caractérise le théâtre, c'est la capacité, et de ce point de vue, il a un côté prodigieusement universel, la capacité à provoquer une émotion spécifique qui n'est pas de l'ordre, même si ça peut y ressembler bien souvent, de l'émotion sentimentale, qui n'est pas non plus de l'ordre de l'émotion artistique qu'on peut éprouver devant un tableau ou en écoutant un concert. Une émotion très particulière, très physique, très mise à distance et en même temps très proche, et qui est, à mon avis, irremplaçable. Donc, je m'arrête là parce que je me sens un peu bavard. Tu n'es pas plus bavard que d'habitude, Vincent, ça va très bien. Non, merci beaucoup. Sur les questions de l'audience,
c'est la question du qualitatif qui se pose, parce que le numérique, on s'en fout un peu. Il ne s'agit pas de faire plus gros, de faire plus long, et tout ça. On pourra rappeler que Grotowski travaillait pour des publics de 50 personnes et qu'on continue à penser, à vivre avec cette expérience-là, et que c'est même parfois très, très bien quand le théâtre est un peu interdit, très peu visible, parce que ça crée aussi le mythe. Sur le problème très préoccupant des sections de théâtre, je pense que Colette, qui interviendra tout à l'heure, pourra nous apporter son regard, puisqu'elle a, je crois qu'elle est à l'origine d'ailleurs d'une section, et puis qu'elle y enseignait très très longtemps. Donc je voulais, en troisième participant, passer la parole à Guy Lenoir, parce que c'est un ancien que nous connaissons tous et qui a une multiplicité d'expériences qui ont animé son parcours. La question, juste pour l'empêcher de dire ce qu'il avait prévu de dire, c'est Guy Lenoir du Grand Parc au Grand Parc, est-ce que c'est un retour à zéro? Il est où, Guy? La question n'y a pas plu. Si, mais il faut brancher ton micro, Guy. OK. J'aurais pu dire du Grand Parc au Grand Parc en passant par l'Afrique, Pessac, etc. Oui, j'ai entendu, oui, oui, mais je te remercie. Bonjour à tous et à toutes. Grand Parc, c'était en 1969. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que moi, je considère que le théâtre, il est en phase avec la société, forcément, dans laquelle il vit. C'est une de la palissade. Et forcément, il en est à la fois le reflet, et également, il est l'annonciateur des lendemains, heureux ou pas d'ailleurs, à vivre dans le domaine de la culture et de l'art. Et donc, effectivement, 68-69, on est pratiquement entre la naissance de ma génération, puisque je suis né à l'après-guerre. L'après-guerre, c'est le théâtre de Jean Vilar et de Jeanne Laurent. Tu l'as mis dans tes textes annonciateurs de la table ronde. Et puis, le théâtre d'aujourd'hui, qui est effectivement, entre guillemets, je vais le dire, mais ce n'est pas du tout péjoratif, qui est actuellement le théâtre, on est dans un théâtre foutoir, c'est-à-dire dans un théâtre où on fout tout et n'importe quoi et n'importe qui, car comment dirais-je, il y a une transgression naturelle du public et des acteurs comment dirais-je, qui ont traversé le miroir et traversé l'écran. Et quand je vois effectivement en face de moi à l'image Faiza Kaddour, elle est complètement dans l'émergence et la maîtrise évidemment de cette événementialité, c'est-à-dire comment prendre en compte une société qui est complètement déboussolée, perdue, voilà, et qu'on essaye de cadrer en fonction des origines et comment dirais-je, pas des origines, mais des rituels, elle appelle ça des rituels communs à nos sociétés, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire le propos devient universel. Les rituels, c'est pour elle la naissance, le mariage et la mort. Et dans toute société, dans tout horizon, on a les mêmes schémas. Et pour revenir au propos de base, puisqu'il s'agit du Grand Parc en 1969, on est dans une cité qui, effectivement, habite, fait habiter, cohabiter des personnes qui sont issues de toutes origines. Et effectivement, 50 ans après, aujourd'hui, on retrouve une nouvelle, non pas société, bien que c'en est une nouvelle, hein, une autre société qui est composée également d'un melting pot d'une autre nature, avec des événements aussi d'autre nature, puisqu'on est dans une situation événementielle, une situation politique, une situation économique, sanitaire, évidemment, on ne va pas le répéter, où il y a une perte de repères complète et où le théâtre, encore une fois, il est autant dans le passage à l'acte d'une jeunesse qui prend le couteau pour aller trucider son copain ou sa copine, que dans la terreur d'individus qui se replient dans leur soi et de leur micro-société pour recomposer un théâtre de chambre, en quelque sorte. Voilà. Je crois moi, je le vis les choses comme ça, puisque tu essayes de situer
les événements, on la vit dans un cursus. Entre 1945, la naissance du théâtre populaire, et 2021, la naissance d'un autre théâtre, je ne sais pas lequel d'ailleurs. C'est tout. Oui, oui, merci Guy. Je pense que ta parole va revenir un petit peu plus tard. Je te remercie d'avoir fait bref. Alors, c'est toi qui m'as dit, est-ce que tu as pensé à Feyza? Est-ce que tu as pensé à Feyza? Et humblement, j'ai dit non, j'y ai pas pensé. Et c'est une bonne idée. Alors, quand j'ai proposé à Feyza d'être avec nous ce soir, elle a tout de suite dit oui. Et puis moi, j'ai senti que par rapport au thème, il y avait quand même un grand scepticisme. Elle était surprise que je n'invite pas de politiques. Alors, les politiques, nous sommes tous des politiques, mais je pense qu'elle voulait dire des élus, des responsables. Donc, Feyza, dis-nous ton plaisir d'être là. Oui, c'est un grand plaisir d'être avec vous. C'est ma première visioconférence en plus. C'est super intéressant ce que vous dites. Merci Guy hein, de la fenêtre. C'est d'autant plus intéressant que moi, je ne suis pas du tout dans une démarche on va dire intellectuelle du théâtre. Et ce qui me plaisait beaucoup avec ce qui se passe avec la crise en ce moment, c'est que justement, en disant que ce n'est pas essentiel, je trouvais que c'était intéressant parce que du coup, faire du théâtre devenait transgressif presque. Et pour une fois, je comprends ce que veut dire transgressif. Et puis, il y a un type là qui fait du cinéma, enfin pas que, Jodorowsky, qui disait maintenant que la culture n'est pas essentielle, ou le théâtre, je ne sais plus, ou l'art, quelle merveille. Maintenant que nous sommes menacés de mort, quelle merveille. Moi, je partage un peu ça, quoi. Je me dis que on est tous obligés de trouver des solutions pour continuer à être en relation. Alors, pour revenir à qu'est-ce que le théâtre, puisque vous avez donné votre définition, moi, c'est juste un endroit où on se retrouve pour pratiquer le théâtre, un peu comme une religion. Pour moi, c'est très rattaché à un culte, de faire du théâtre, quel que soit le théâtre qu'on fait. Que ce soit du amateur, du professionnel, que ce soit du théâtre culturel, que ce soit du forum théâtre. Il nous faut un endroit, généralement, avec des gens qui sont tous là pour écouter ou participer, ou assister ou faire quelque chose là-dedans. Et souvent, c'est ensemble. Donc, ouais, ça, c'est vrai, vous avez raison, c'est peut-être un acte politique puisqu'on discute ensemble de ce qu'on veut faire. Mais je regrette quand même qu'il n'y ait pas d'élus, en effet. Parce que, comme je dis, il faut des lieux pour pratiquer, une volonté aussi que ça existe, pour pouvoir faire ensemble le même rêve, en fait. Puisque quand on fait du théâtre, on délire ensemble sur... je ne sais pas, un imaginaire qu'on développe, qu'on muscle, pour sortir un peu de nos encadrements, de nos petites fenêtres. Donc en ça, il est nécessaire partout, que ce soit chez nous, dans les écoles, dans les entreprises. Il n'y a pas de... Pour moi, il ne devrait pas y avoir de frontières. Voilà. Feyza, quand tu dis, enfin, je ne suis peut-être pas très fidèle à ce que tu dis, hein, c'est du religieux, on pratique tous. Tu penses au public, est-ce que le public est un pratiquant de cette expérience théâtrale, ou est-ce que tu le mets ailleurs, ou est-ce que tu veux que le public pratique? Parce que derrière ça, il y a le débat accéder au spectacle, accéder aux pratiques théâtrales, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et quand tu parles d'absence de lieu, c'est dans le contexte actuel de fermeture des théâtres, ou c'est d'une manière plus générale de lieux qui ne sont pas adaptés à cette religion-là, qui ne seraient pas adaptés à cette religion-là, qui ne seraient pas assez nombreux, quoi que tu dises toi-même qu'on peut, Vitesse disait, faire théâtre de tout, on peut faire du théâtre partout, y compris dans la rue. Je suis clair dans mes questions, je t'ennuie là, non? Non, c'est très clair, c'est très juste, ça recentre, c'est vrai, parce que je commence à parler dans tous les sens. Alors bien sûr, mais le public fait partie de la pratique. S'il n'y a pas de public, il n'y a pas de théâtre. Mmh. Et puis le public, quand on est spectateur, on est actif. C'est-à-dire, au théâtre, on suggère généralement, et en tant que spectateur, on fait son chemin, on fait son film, on se fait son théâtre. Puis surtout, on accède à un espace intime qui entre en résonance avec ce qui se joue sur scène. C'est un peu
c'est un peu le rôle du théâtre, c'est de pouvoir être en résonance tous ensemble, mais pas sur la même chose. C'est-à-dire, voilà, moi je trouve que c'est la magie, la richesse de l'acte théâtral. Ce qui se joue sur scène, et puis après, il y a cette espèce de chose hyper magique qui fait que l'émotion ressentie par le spectateur n'est absolument pas celle jouée sur scène, et bien heureusement, parce que ça ne serait pas intéressant. Et le spectateur fait des expériences internes d'ennui, de jubilation. Enfin, c'est fait pour ça, quoi. On appelle ça la catharsis aussi, je pense, un truc comme ça. Donc, le spectateur, oui, s'il n'y a pas de spectateur, pour moi, il n'y a pas de théâtre, par exemple. Ensuite, le lieu dont tu parles, bien sûr, on peut faire du théâtre partout, mais quand je dis que j'aurais bien aimé avoir la présence d'élus, enfin, de gens qui sont engagés dans l'activité politique, c'est-à-dire d'aménager en fait le territoire, d'avoir une volonté, de réfléchir ensemble à ce qu'on veut comme territoire pour pouvoir avoir des pratiques, enfin, favoriser un environnement, par exemple, qui puisse accueillir des pratiques théâtrales pour justement permettre aux gens de réfléchir, de se positionner, de développer leur imaginaire, de s'instruire, de découvrir d'autres univers. Enfin, c'est tout ça, quoi. Se rencontrer et jouer, parce que il est question de jeu quand même, et d'être dans une espèce de rapport un peu, comment dire, presque spirituel par rapport à soi. Quand on joue, on est là, mais on s'amuse à faire autre chose. Et cette dimension-là est très importante pour tout le monde, que ce soit la boulangère, l'ouvrier, l'intellectuel, le psychopathe. Enfin, je déconne, mais c'est quelque chose qui fait du bien à tout le monde, quoi. Donc oui, avant la pandémie, il y avait déjà des problèmes. Les lieux peinent à avoir des aides pour pouvoir exister. Il y a des lieux qui ont disparu, comme la boîte à jouer. Il y a le théâtre du Pont Tournant, Stéphane est là, qui survit grâce à l'association Les Amis du Pont Tournant, dont tu fais partie. Mais je trouve que c'est très, très difficile, quoi, d'avoir des lieux comme ça, de pratique. Et quand je dis que c'est religieux, mais ce n'est pas dans le sens catholique, c'est dans le sens œcuménique, voilà, que ça apporte une dimension spirituelle en dehors justement du dogme religieux. Oui, oui, c'est du sacré, on en a tous bien conscience. C'est très important que tu reprécises cette affaire-là sur le lieu et les politiques au sens des élus, parce que derrière cette question-là, il y a en fait la question de la manière dont ils définissent eux-mêmes le théâtre, à quoi ça sert pour eux. Donc, quand on voit les grandes cathédrales, puisque pour rester sur le religieux qui sont construites, les théâtres nationaux, des espaces culturels somptueux et avec 50 marches pour y accéder, on se rend compte que c'est peut-être qu'il y a une vision très, très pharaonique de la culture et du théâtre et non pas une vision sociale et politique, économique de ce que ça peut représenter et ce en quoi ça peut être utile. Merci Faiza. Je voulais passer la parole à Dominique Turner, qui a un trajet, enfin, moi j'ai appris des choses en lui téléphonant, parce que pour moi, Dominique Turner, c'est un grand créateur. J'ai l'émotion de midi au chantier de blagues. Enfin, c'est un écrivain, c'est un dramaturge, c'est un comédien. On a même joué une fois ensemble, je crois, et tout et tout. Et puis il me dit, mais non, maintenant, je suis devenu animateur. Je noircis le trait, hein, Dominique. Mais tu peux nous parler de ce trajet qui me paraît quand même un petit peu enfin, très personnel et peut-être différent de celui que beaucoup d'entre nous suivent. Tu es là, Dominique? Je suis là. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Moi, je t'entends très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde m'entendra. Alors, je précise que j'ai une connexion désastreuse. J'ai parcouru tout le théâtre en miettes de haut en bas pour trouver un endroit où je captais correctement. Il n'existe pas cet endroit. Donc, je vais faire de mon mieux. Oui, alors je ne vais pas m'étendre sur mon parcours, Michel. Simplement parce que je crois que beaucoup de gens… Ouais, mais je connais la plupart des personnes qui sont présentes dans ce salon et donc effectivement de metteurs en scène et animateurs de compagnies théâtrales professionnelles. Je suis passé à un moment donné, exactement en 2010, à toute autre chose.
puisque j'ai fait mon entrée dans l'animation par des études et par un master en ingénierie de l'animation territoriale. J'ai eu j'ai eu deux chances incroyables. La première, c'est que j'ai eu un directeur de recherche, hélas disparu récemment, qui s'appelle Jean-Claude Gillet, que certains, je pense, connaissent dans le cadre d'Espace Marx. Et puis, j'ai été invité à rejoindre l'équipe pédagogique au sortir de ma formation pour prendre la suite de Jacques Delbala, qui était en charge donc de ce qu'on appelle les pratiques culturelles à l'IUT, à savoir une initiation des animateurs à toutes sortes de pratiques, parmi lesquelles le théâtre, mais pas dans une perspective de représentation, ou du moins, s'il y a une représentation, elle n'est pas l'essentiel, elle n'est pas la finalité, je dirais. Mais vraiment dans une pratique visant à, comment appeler ça, une pratique d'élucidation, le théâtre comme outil d'élucidation de situations que l'on rencontre dans la vie, vie intime ou vie professionnelle ou dans la vie des gens en général. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que ça m'a permis de mettre en perspective tout un tas de choses et de me débarrasser, je vais le dire un peu comme ça, assez nettement, de me débarrasser de toute contingence qui commençait à me peser terriblement, à savoir de se maintenir dans la course, de prier pour avoir les moyens de créer le spectacle suivant avec l'équipe que j'aurais choisie, de prier pour que le spectacle ait une vie en termes de diffusion. Mais au bout du compte, comme l'a dit Faiza à sa façon, l'important c'est de pratiquer. L'important c'est de pratiquer. Il y a sûrement des gens qui pratiquent sans que personne le sache parce que leurs spectacles sont très peu visibles, voire invisibles. Et alors c'est-à-dire que le théâtre quand même continue d'exister et tant pis s'il n'y a pas de spectateurs pour X raisons, soit parce que personne n'est venu voir le spectacle, soit parce que comme aujourd'hui, tout est fait pour que ces spectacles ne voient pas le jour tout de suite, il n'en demeure pas moins qu'il y a théâtre. Et que ce théâtre, selon moi, remplit une grande partie de ses fonctions. En l'occurrence, le fait d'être un langage pour discourir sur le monde, pour discourir sur voilà, ce que l'on vit, par quoi on est traversé comme émotion, comme pensée, et pour s'améliorer collectivement dans cette pratique. En tout cas, c'est ce que je vis avec les jeunes étudiants, qui sont des personnes qui, au départ, ne s'intéressent pas beaucoup au théâtre. Hein. Il y en a même qui se retrouvent dans ma pratique alors qu'ils avaient choisi une autre pratique, mais bon, on est obligé de faire 6 groupes de 20. Et par conséquent, je me retrouve avec un certain nombre d'étudiants qui n'ont pas du tout choisi de faire du théâtre. En général, ils font la tête dans un premier temps. Ensuite, je leur propose un projet. Et mes projets ont la particularité de ne pas du tout être sexy sur le papier. Donc, ils ne sont pas très contents. Et ensuite, on fait un pari. Et le pari, c'est, on en reparle dans 3 mois. Et on regarde le chemin parcouru avec cette ligne-là de projet. Voilà. J'y trouve, moi, une très, très grande satisfaction personnelle, un grand épanouissement. Je vois que les étudiants, j'aime beaucoup voir les étudiants avancer dans cette pratique et s'apercevoir que, tiens, mais il y a là un coffre rempli de merveilles, rempli de choses, alors, comment dirais-je, transférables dans leur pratique future de professionnels de l'animation, des trucs et astuces, des pratiques, des techniques, ça, il n'y a aucun doute, ils les utilisent. Mais surtout que c'est un véritable langage et puis un terrain d'aventure qui n'est jamais gagné. Je m'efforce de ne pas leur faire croire que parce que je vais leur apprendre des techniques et que ça suffira. Je m'attache à leur dire il va falloir être assez courageux pour vous lancer dans une opération avec les publics que vous aurez choisis ou qui vous auront choisi et d'accepter que ça va être une traversée difficile, périlleuse, qui ne sera jamais assurée d'un total succès, qui ne rencontrera peut-être pas son public d'ailleurs s'il y a représentation. Mais ne serait-ce que cette traversée, elle est édifiante. Elle est un vrai moment de partage. Je veux dire qu'il y ait représentation ou pas. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Michel.
Ce n'est pas ma question, c'est notre question, mais tu as répondu de manière, je trouve, magnifique. Un peu à contre-courant de tous les discours convenus avec une humanité, une richesse qui me subjugue, hein, qui me bouleverse un peu aussi. Non, je te remercie beaucoup, Dominique. Je voulais donner la parole aussi à Colette Sardet. Peut-être d'autres personnes te poseront des questions après, hein, Dominique. Colette Sardet, alors bon, on connaît la comédienne, la metteuse en scène et tout ça, mais je voulais qu'elle évoque tout le travail qu'elle avait fait avec Jacques-Albert Kank, qui en 1972 créait le groupe 33, et l'éducation populaire, la formation des animateurs, c'était dans l'article 1 des statuts. Tu es là, je te cherche, Colette. Oui, je te vois, ton micro n'est pas branché. Attends, Colette, on va brancher ton micro, je te prie. Tu dois avoir une touche désactiver le son, alors activer le son. Voilà. Voilà, Colette. Une comédienne sans voix, ce n'est pas une comédienne. Bon, Bonjour. oui, je ne sais pas si tu as entendu, je voulais que tu parles à la fois de ton parcours, Oui, du j'ai entendu lycée que et tu de voulais que je Jacques. parle Voilà. de Jacques-Albert Kank. Bon, donc j'ai travaillé, moi, pendant 37 ans, je pense, avec Jacques-Albert Kank. Je dois dire d'abord que je lui dois absolument tout. Si je n'avais pas connu Jacques-Albert Kank, je n'aurais jamais été prof de théâtre à Montesquieu pendant 20 ans. Enfin bon, je lui dois beaucoup, 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 et je lui dois surtout d'avoir compris. J'étais pas si jeune que ça quand j'ai commencé à faire du théâtre avec Jacques. J'avais 30 ans, c'était quand même déjà pas très jeune, mais j'avoue que j'étais venue au théâtre. Alors, Sigma avait beaucoup compté pour moi pour la redécouverte du théâtre. Et puis, bon, je suis venue au théâtre loisir. Je suis venue au théâtre parce que je me suis dit que dans ma vie, ça allait apporter, quelque chose. Je ne savais pas trop ce que je cherchais. Et j'ai découvert avec le groupe 33 effectivement une exigence et une démarche qui m'ont passionné. Alors, quand on parle de Jacquel, d'abord, l'important, c'est quand même le caractère amateur de la démarche de Jacquel. C'est-à-dire qu'on avait tous, on était 40 à une période au groupe 33, on avait tous un autre métier, et je pense que ça, c'est vraiment une des richesses des pratiques amateurs, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a jamais eu de hiérarchie au groupe 33. Si, il y a bien eu 2 ou 3 acteurs qui étaient les grands acteurs du groupe 33, Gérard Renou, Reine-Marie Duluc. Bon, il y avait quand même quelques pointures, mais autrement, on fabriquait du théâtre ensemble. Même si, bien sûr, Jacquel dirigeait tout, c'était un gourou. Mais en attendant, il mettait en œuvre une fabrication très horizontale des spectacles. Il créait les conditions dans lesquelles nous devenions tous des créateurs. Je me rappelle par exemple comment on a monté un des spectacles dont je garde le souvenir le plus ému, qui s'appelait Rêve 1, qui était un spectacle qu'on a donné à Barbet. Les spectateurs étaient sur la scène et nous, on occupait les rangs de fauteuils du théâtre. Et c'était vraiment... On avait écrit nos rêves, on avait échangé, on avait fait une espèce d'atelier d'écriture.
Jacquel apportait des matériaux, il apportait des questions. On travaillait là-dessus. En fait, c'était lui qui décidait quand même, mais on fabriquait ensemble quelque chose. Et ça, je crois que c'était vraiment une démarche d'éducation populaire. Là, je parle en tant qu'élève, finalement, de l'éducation populaire. C'était cette idée que de nos propres rêves, de notre propre culture, de nos émotions personnelles, mises ensemble, tressées ensemble, avec quelqu'un qui avait en plus une force créatrice qui était très, très grande et qui donc allait mêler ces fils, qui allait les tirer, qui allait orchestrer tout ça. Oui, c'était un orchestre un peu, avec un chef d'orchestre. On allait toucher un public, parce que la présence du public était... le public, moi, au contraire de Dominique, je pense que quand même, s'il n'y a pas de public quelque part, même si ce public est tout petit, hein, moi j'ai joué pour 9 personnes dans une loge de Barbet. On était 3 acteurs pour 9 spectateurs dans chacune des loges de Barbet. Donc, même si ce public est tout petit, il est important qu'il y ait cet aller-retour entre une proposition et puis l'écho que ça va rencontrer dans le public. Moi, je trouve que ça c'est à partir de là qu'on est dans le théâtre, et la proximité physique du public me semble vraiment importante. Donc, il y avait chez Jacquel à la fois cette exigence artistique qui était très, très forte. Enfin bon, je sais bien que certains Bordelais ont trouvé, y compris dans ma propre famille, on trouvait que certains spectacles de Jacquel étaient complètement, comment dire, obscurs. Enfin, d'ailleurs, il éclairait très peu, hein, il y avait beaucoup de lampes de poche et de bougies. Très obscurs, pour ne pas dire abscons parfois. Hein. Bon. Donc, c'était pas un théâtre facile, même s'il y avait une alternance entre des représentations plus classiques, des créations plus classiques, et puis ces créations qui me semblent être quand même plus ce qui comptait dans l'œuvre de Jacquel, c'est quand même ce que je retiendrai le plus. Donc, quelque chose qui était extrêmement exigeant pour le spectateur, souvent très sensible, et une fabrique qui, en dépit de tout ce qu'on pouvait donner à voir à l'extérieur, était en fait une pratique vraiment collective. Et bon, ça passait par l'atelier, ça a toujours passé par l'atelier, ça continue, hein, parce qu'on essaie de continuer à faire vivre cette conception du théâtre amateur. J'ai envie de dire un théâtre d'art amateur. Parce que c'est un théâtre d'art et que très souvent l'amateurisme au théâtre est vilipendé. Et je crois qu'en matière d'éducation populaire, il faut essayer de se tenir sur cette crête entre une tentation d'aller, enfin, c'est un peu d'ailleurs comme à l'école, hein, entre une tentation un peu démagogique d'aller vers des choses faciles, sous prétexte de faire du tout public, enfin bon, quelque chose qui me semble un peu, et qu'on reproche beaucoup au théâtre amateur. Quand vous dites je fais du théâtre amateur, on vous regarde avec un petit sourire condescendant. Ah bon, oui, bon, vous faites rire le dimanche après-midi votre famille qui vient se régaler de vous voir faire le pitre sur des planches. Bon, c'est quand même ça, dans l'esprit de beaucoup, le théâtre amateur. Donc, essayez de se tenir évidemment à l'écart de ça. D'ailleurs, Jacquel disait toujours, vous ne faites pas du théâtre pour vous faire plaisir,
c'est le spectateur qui compte, hein, c'est pas vous. Au contraire, il avait une vision un peu austère et pour ne pas dire puritaine. Fallait surtout pas prendre trop de plaisir, disait-il. Et de l'autre côté, je crois qu'il faut se garder aussi d'imiter un certain théâtre professionnel. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je pense qu'il y a des tas de professionnels qui ne font pas ça. Mais il y a aussi ce théâtre professionnel des chefs-d'œuvre, quoi. Bon, écrasant, où on vous dit ce qu'il faut penser. Dans ce que disait Vincent tout à l'heure, sur la réception par le public, et dans ce qu'il a dit sur les classes théâtre, et dans ce qu'il a dit sur son association On Sort, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une parole qui serait supérieure à l'autre. Il n'y a pas cette idée d'un objet qui serait complètement sacré au-dessus de tout, ou d'un artiste qui serait au-dessus de tout et qui expliquerait en dessous ce qui est beau et ce qu'il faut trouver beau. Il n'y avait pas ça dans les classes théâtre. Bon, effectivement, comme le disait Michel tout à l'heure, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais il y en a beaucoup qui le savent, j'ai enseigné avec Vincent en classe théâtre à Montesquieu longtemps, très très longtemps. Et dans les classes théâtre, je pense que comme Vincent dit que notre relation aux élèves, elle n'était pas la même que... Ben c'est que l'art, en gros, c'est difficile, ça ne s'enseigne pas. Ça ne s'enseigne pas, ça se travaille ensemble. L'élève, à un moment donné, a autant de légitimité que le professeur. Il y a une modestie quand même obligatoire là-dedans, parce que il n'y en a pas un qui saurait plus. Alors évidemment, on a des trucs, des ficelles, des choses qu'on sait faire. Mais ce qu'on a vraiment à dire, ce qui est important, le gamin dont parlait Guy tout à l'heure, enfin les gamins en ce moment là qui se tuent à coups de couteau, il a bien évidemment autant de légitimité. Enfin, son monde doit pouvoir être symbolisé, si on veut éviter qu'il tue pour de bons copains, doit pouvoir être symbolisé au même titre que mes émotions de sexagénaire bien avancé. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie entre les gens. Il n'y a pas de... Alors après, oui, il y a des œuvres qui sont plus ou moins, qui vont toucher plus ou moins le public, qui vont être plus ou moins réussies, mais il n'y a pas de moindre légitimité. Et je crois que ça, c'est important. Et je crois que ça, Jacquel, du moins, c'est avec Jacquel que j'ai compris. Voilà. Merci Colette. J'ose pas dire que c'était déjà presque une conclusion, mais en tout cas, c'était très, 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 très riche à la fois d'humanité et d'expérience. Je vais passer la parole à un directeur de théâtre, à Stéphane Alvarez, pour qu'il nous parle peut-être du thème, bien entendu, mais aussi des difficultés du théâtre, parce que s'il n'y a pas de théâtre, je ne vois pas comment on va faire de l'éducation populaire en dehors des théâtres peut-être. Enfin, Stéphane, je ne sais pas quoi dire, je te laisse parler. N'oublie pas de brancher ton micro qui ne l'est pas. On a essayé? Oui. Oui, délicat d'intervenir. Pour parler du thème, peut-être pour commencer, moi je suis en même temps alors, très pessimiste, hein, comme nous tous à l'heure actuelle, mais en même temps, cette aventure théâtrale populaire et cette décentralisation, vous parliez de Malraux, moi je l'ai vécu, je continue à essayer d'aller la vivre, hein, sans l'héritier bien sûr, de Vitesse, de Villard, etc., dans le fait d'amener le théâtre
vers une mixité la plus grande possible des publics. Mais moi, je suis assez positif sur ce qui s'est passé dans l'éducation populaire, si on parle en tout cas en deux volets, d'une partie de ce qui est de la formation, de l'accompagnement des projets amateurs. Je trouve que quand même, en 30 ans, j'ai vu une évolution du fait que aussi les artistes aillent à la rencontre de plus en plus, et ça c'est aussi des choses grâce aussi à des gens comme Jack Lang ou d'autres qui ont permis notamment on passe de 9000 intermittents en 84 à 117 000. Alors c'est peut-être beaucoup maintenant, mais ça a permis que les artistes aussi aillent intervenir sur des projets éducatifs dans les centres sociaux, dans les écoles. Et peut-être certains se reconnaîtront, mais moi, je m'étais spécialisé quand j'étais jeune dans les endroits les plus reculés du département, dans le Médoc, sur le bassin d'Arcachon. J'allais où personne ne voulait aller donner 1h30 de cours en faisant 2 heures de trajet. Je n'ai que des souvenirs formidables, et encore, j'interviens comme Dominique, un peu grâce d'ailleurs aussi à Jacques Delbala à l'IUT, mais moi avec que des élèves qui ne sont pas du tout dans le théâtre ni dans l'animation, qui sont des informaticiens, qui sont des ingénieurs et qui ont cette option. Et depuis 7 ans, j'interviens aussi et avec un plaisir formidable avec ces jeunes qui ne sont pas du tout dans des pratiques artistiques normalement. Et je n'ai eu que depuis que je fais ce travail de metteur en scène et en même temps j'ai toujours enseigné, je n'ai eu que des choses positives, et je crois que l'arrivée des artistes au milieu des amateurs a permis quand même de faire avancer les choses, de donner des outils et de sortir du patronage aussi qu'il y avait beaucoup. Moi j'ai connu des professeurs qui faisaient avancer d'un pas les élèves pour parler, reculer d'un pas après qu'ils aient parlé. Donc on a bousculé, les artistes ont bousculé en arrivant dans ces pratiques amateurs les choses, et avec une synergie avec les amateurs qui animaient et puis les publics qui me semblent merveilleux. Alors oui, les artistes entre soi peut-être, mais moi je crois toujours à l'intelligence du public, et que le théâtre élitiste, même les publics non avertis se rendent compte quand il y a quelque chose qu'ils peuvent s'approprier ou pas. Mais je crois que le problème, ce n'est pas qu'il y ait trop d'artistes dans le théâtre maintenant ou trop de gens de théâtre, mais qu'il y en ait de moins en moins. Je pousserai la réflexion là-dessus. Je crois que encore jusqu'à une dizaine d'années, le théâtre était fait en accord avec l'éducation et les milieux artistiques, les milieux sociaux. Et il y avait une intelligence parce que tout le monde, en tout cas les gens qui décidaient, je rejoins Feza, ça aurait été bien qu'il y ait des élus ou en tout cas des techniciens, parce que cette crise du Covid révèle un petit peu ce qui se passe malheureusement dans l'éducation, dans l'hôpital, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de gens de théâtre comme quand moi j'ai ouvert le Pont Tournant, des gens comme Philippe Vialel, Chantal Martin-Pardigon, qui connaissaient les dossiers. Maintenant, le théâtre, en tout cas ceux qui décident de l'existence de lieux comme le mien, de lieux de proximité, qui sont non pas des scènes nationales, mais des lieux impliqués sur le territoire au plus proche des populations qui ne feraient pas forcément la démarche d'aller au théâtre d'elles-mêmes, c'est que les décisions ne sont plus prises ni par les politiques d'ailleurs, mais plutôt par des techniciens qui sont par un millefeuille administratif, comme dans l'hôpital ou l'éducation, où ce sont des gens qui sont des gens qui ont fait du droit ou de l'économie et qui prennent la culture comme une entreprise économique. Il faut savoir que, par exemple, le conseil régional vote ses subventions en fonction du chiffre d'affaires des compagnies. Voilà. Maintenant, il faut rentrer dans des cases.
et le projet artistique est à côté, et plus l'essentiel, ce qui était le cas. Et ça, c'était la décentralisation. C'était la merveille de la décentralisation, alors avec ses difficultés. Hein. J'invite tout le monde à voir un magnifique film qu'on a projeté au Théâtre du Pont-Tournant de Daniel Klein, qui s'appelle L'Aventure théâtrale et qui retrace ces 50 ans de décentralisation. C'est Philippe Cobert qui m'a fait découvrir ce film en Avignon et on l'a projeté au Pont-Tournant. J'invite tout le monde, il est sorti en DVD. Ça s'appelle L'Aventure théâtrale et ça retrace très bien ces 50 années de décentralisation. Daniel Klein, C-L-I-N-G. Voilà, donc moi, je trouve que non, il n'y a pas trop d'entre-soi dans le théâtre. Et puis, je crois que tous les artistes, alors, c'est vrai que ça peut se faire en petit nombre, mais en tout cas, on a tous cette volonté encore acharnée d'amener des nouveaux publics, de faire en sorte que des classes sociales se rencontrent à travers ce lieu, ces lieux, parce qu'effectivement, qu'ils soient éphémères ou inscrits sur le territoire depuis 23 ans comme le Pont-Tournant, c'est ces lieux de convivialité et de parole où justement on permet au public de voir des spectacles, mais aussi de se rencontrer et de montrer que c'est accessible à tous. Mais voilà, je crois que Faiza a raison, il y a des politiques assez bêtes. Nous, on est sorti par exemple de la politique de la ville à une rue près. On reçoit toujours les jeunes qui sont centre social de Bacalan, mais on est sorti de la politique de la vie parce qu'on était à une rue près, plus dans le périmètre. C'est des choses aussi absurdes. Voilà à quoi on est confronté. Et c'est vrai que les moyens aussi pour accompagner l'éducation amateur, les pratiques amateurs, sont de plus en plus peau de chagrin. Les heures et les financements sont de plus en plus maigres pour aussi... nous, on a fait des choses merveilleuses avec, par exemple, il y a Florent qui est là, mais... on a fait découvrir aussi bien des pièces du répertoire dans ce lieu. Et avec ces pièces du répertoire, on a amené à découvrir des auteurs comme Mignana, Renaud, Sylvain Levé, qui est venu intervenir, Vichniek, Pierre Notte, et qui ont travaillé encore, et qui viendra le mois prochain en résidence, même si ça ne jouera pas au Pont-Tournant, je l'annonce. Je te pardonne, Hervé Weinstein, qui est la prochaine pièce de Pierre Notte jouera pas au Pont-Tournant, on fait quand même la résidence parce que ça devrait jouer au Rond-Point en juin. Mais voilà, Pierre Notte aussi qui a écrit un livre qui s'appelle L'effort d'être spectateur. Je vous encourage à lire ce livre parce que voilà, ça parle aussi de la démarche de cette communion entre les acteurs et les spectateurs et que c'est quelque chose qui demande un effort, mais pour quelle récompense commune. Donc j'encourage tout le monde à lire ce livre. Donc moi, je trouve que cette aventure du théâtre populaire, elle ne s'est pas si mal passée. Je trouve qu'il y a eu des choses formidables ces 20 dernières années, notamment grâce à tous ces lieux qui ont ouvert, comme le nôtre, mais comme le Globe, la boîte à jouer, MC2A, enfin, tous ces lieux de proximité qui ont amené vraiment une exigence artistique auprès des publics les plus populaires. Hein. On est tous inscrits dans des quartiers où on est allé au plus proche des publics. Et j'ai peur qu'effectivement, comme disait Faiza, tout ça s'arrête parce que ceux qui décident, qui gèrent les dossiers, n'ont plus une vision de ce que peut être le théâtre dans la cité, autant au niveau artistique qu'au niveau social de tous les avantages au niveau mixité sociale que peut amener ces lieux de rencontre et de lutte contre la barbarie, parce que je crois que c'est en continuant à aller dans ces lieux se rencontrer qu'on arrivera à vaincre les peurs qui amènent à la barbarie. Et je crois qu'on a toujours essayé, même si on a un lieu, on nous l'a souvent reproché, avec pas une ligne artistique bien définie, même si je crois que depuis 23 ans, on suit le même sillon
avec foi. Pour parler de religion, je crois que c'est le cas, mais en amenant sur des thèmes difficiles que les salles municipales qui sont dans une exigence de répondre à leur public, les lieux comme le nôtre permet d'aborder des thèmes sociaux qui ne seront pas abordés parce qu'ils font peur même aux programmateurs. Donc voilà, je suis pessimiste, bien sûr, parce que voilà, je ne sais pas si c'est une bonne chose que l'on ne soit pas essentiel, mais ça fait 1 an qu'on reçoit des artistes, on continue à avoir des résidences depuis 1 an, ce qui est difficile parce qu'on travaille à perte. On travaillait déjà à perte quand on avait de la billetterie, mais là, c'est encore plus le cas. Et puis, avec des frustrations très grandes, Michel le sait, on a encore démonté en décembre son décor avant que c'est joué. J'espère qu'on remontera. Tout ça est très dur à vivre, mais on continue à croire que le théâtre, qu'il soit avec 9 personnes ou des salles pleines, même si le problème de la réouverture avec des jauges restreintes est aussi un souci pour nous. Mais on continue à croire que tout ça est une magnifique aventure de partage avec les professionnels, les amateurs, en intelligence. Moi, j'ai rencontré que des personnes, que ce soit dans l'éducation nationale, j'ai énormément travaillé dans les classes, comme vous tous, avant les spectacles, après les spectacles. Et effectivement, ce sont des temps d'échange avec les élèves qui sont essentiels, surtout quand on aborde des thématiques voilà, de société. Et voilà, donc je suis assez positif du travail que l'on a pu faire. Est-ce que dans le monde d'après, on pourra continuer à le faire? Je ne sais pas. Voilà. Je suis, Merci Stéphane. Déjà, le débat va se poursuivre parce que tu nous donnes des conseils de visionnage avec l'aventure théâtrale et de lecture avec l'effort d'être spectateur de Pierre Note, si j'ai bien compris. Hein. Oui, Pierre bon, Note, oui. Donc ça, c'est vraiment à lire. Alors, ce qui est intéressant aussi, entre autres choses, hein, parmi tout ce que tu as dit, c'est que tu as évoqué l'émergence au cours des dernières années de ces spécialistes de la culture, ces technocrates de la culture. Tu dis, on n'a plus des Philippe Vialel maintenant, parce que finalement, ce sont eux qui impulsent les politiques. Ça, moi, j'en suis convaincu. Les politiques, ils ne savent pas. Dans le meilleur cas, ça les intéresse. Bon, on ne va pas parler de Jacques Ralit, il y en a d'autres. Mais sinon, ils ne savent pas. Alors, ils ont un conseiller spécial culture, un conseiller spécial théâtre. On parcourait des organigrammes avec Colette l'autre jour. Tu as les arts de la rue, les arts de la scène, les arts du cirque, les arts du théâtre fermé, etc. C'est absolument démentiel. Et ça, c'est une espèce difficile. Je crois ils viennent pas. On n'est que des dossiers, c'est ça le problème surtout. Oui. Mais non, parce qu'ils ne travaillent pas dans les heures des spectacles. Ils ne travaillent pas le soir, ils ne travaillent pas le week-end. Donc, c'est déjà un premier handicap. On est tous optimistes avec le cœur, hein, Stéphane. Ça, je crois. Je crois qu'on a cet espoir et ces convictions. Tu dis ça s'est pas mal passé, mais le thème, c'est comment ça va se passer. Comment ça va se passer aux frontières de l'endroit où nous sommes. Si on est raisonnable, on est plutôt pessimiste. Mais on va essayer d'être optimiste avec notre raison aussi. On va achever ce premier tour de table, parce que je pense qu'il y a des personnes qui n'étaient pas directement invitées, mais qui connaissent autant que nous le sujet et qui prendront la parole. Des personnes du théâtre et des personnes du public ou de l'éducation populaire. Donc avec Florent Viguier, qui était l'invité d'Espace Mars il y a quelques semaines en tant que dramaturge. Là, c'est presque en tant qu'enseignant que nous souhaitions l'entendre. Parce que s'il y a un enseignant qui a une force pour mobiliser de nouveaux publics, ça c'est vraiment Florent. Hein. À chaque fois, allô Florent. Oui, bonjour. Ouais, voilà. Allez à toi. Oui, bah pour moi, effectivement, c'est assez cohérent de parler juste après Stéphane. Moi, je vais retracer un petit peu mon parcours pour dire ce qui manque, parce que ce qu'on dit effectivement des gens du monde de la culture et des élus, notamment des élus,
Je suis tout à fait là-dessus, moi, effectivement. C'est-à-dire qu'effectivement, les élus, ils ne savent pas. Bah, moi, jeune prof, je ne savais pas. C'est-à-dire que j'avais une pratique culturelle, une consommation culturelle, on va dire, de ces gens qui ont fait des études supérieures, qui vont au théâtre, quand on est un littéraire, et j'allais au TNBA, qui ne s'appelait même pas encore le TNBA à l'époque. Et la petite tambouille que je faisais avec les jeunes, je ne faisais pas le lien entre les deux. Donc moi, je faisais du socio-culturel sans le savoir. Donc, et là-dessus, c'est vraiment c'est Stéphane qui est venu parce qu'il allait sur le terrain. Donc moi, j'ai vraiment découvert effectivement à Pauillac dans le Médoc et qui m'a dit qu'on pouvait demander des sous, qu'on pouvait intervenir dans les classes. Et ça s'est fait vraiment comme ça, mais ça a été de la cuisine pour moi au tout début. Et je me suis dit d'ailleurs, si je suis aussi militant du théâtre-éducation, c'est que j'ai toujours couru sur la question de la formation des enseignants pour que dès qu'ils entrent dans le métier, ils aient ce réflexe-là. Parce que je sais aussi que c'est bien, moi, cette pratique théâtrale qui m'a sauvé quand j'étais jeune prof et que j'ai été, comme beaucoup de jeunes profs, au nord de la Loire et que j'étais du côté de Dreux pour ce qui me concerne, et que ce n'était pas le plus facile quand même, Dreux, et que vraiment, c'est parce que j'ai fait du théâtre avec les gamins, mal, mais j'en faisais avec passion, donc bien quand même, que vraiment, effectivement, j'ai réussi aussi à sauver mes classes et le lien prof-élève. Donc, c'est à la fois beaucoup de travail pour un prof, surtout quand il ne sait pas s'y prendre, mais c'est un travail qui est un gain énorme ensuite pour le rapport avec les élèves. Donc ça, c'est pour mon côté militant. Et donc l'autre élément que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, Colette parlait effectivement du fait que le théâtre met tout le monde à niveau, mais dans les expériences les plus formidables, alors c'est vrai que Stéphane disait que bah oui, il y avait un petit peu de sous à l'époque quand même pour le faire, mais enfin Stéphane aussi a donné de son temps et un investissement qui, enfin voilà, c'est aussi pour moi l'occasion de rendre hommage comme Colette rendait hommage à Jacques-Albert Kank tout à l'heure. Moi je le fais avec Stéphane. Mais je peux donner une expérience qui, pour moi, a dépassé toutes les autres dans tout ce qu'on a fait. C'est quand, effectivement, on a choisi de mettre en scène un texte de Jean-Paul Allègre sur Jean Moulin, et où, effectivement, comme souvent, c'est dur de trouver le texte qui corresponde. C'est ce qui m'a amené, moi aussi, vers l'écriture. Hein. C'était de trouver des rôles qui soient équilibrés pour les élèves, puisqu'on a des contraintes. Hein. Je veux dire, la contrainte du théâtre professionnel, il faut très peu de comédiens, parce que sinon, on ne s'en sort pas financièrement. Au théâtre avec beaucoup d'élèves, au contraire, il faut que chacun ait son petit rôle, etc. Et là, on avait donc pris le texte de Jean-Paul Allègre, mais avec un rôle pour Jean Moulin qui est énorme, par rapport au fait que, pour le coup, c'était très bien. Il y avait plein de petits rôles, mais c'est Stéphane qui, sur scène, a pris lui-même le rôle de Jean Moulin. Et du coup, en termes d'égalité, c'est-à-dire qu'effectivement, ça met le prof à égalité avec les élèves, mais là, je peux vous dire que c'était vraiment le cas, parce que Stéphane était comédien parmi d'autres comédiens amateurs. Et là, on avait une fusion entre du théâtre professionnel et du théâtre amateur qui était juste formidable. Il a aussi évidemment apporté pour ses enfants du Médoc. Là, on a réussi aussi à construire les budgets, etc. etc. Donc, c'est vrai qu'il fallait un petit peu de sous. Mais on trouvait, je pense qu'on peut trouver encore. De ce sens-là, j'ai envie aussi d'être optimiste. Il faut inventer, mais on peut encore trouver. Mais c'est un peu plus compliqué. Mais on trouvait aussi les moyens, justement, de faire le voyage pour les gamins du Médoc qui ne viennent pas tous les jours à Bordeaux et qui venaient faire leur sortie de fin d'année à Bordeaux pour jouer dans un vrai théâtre. Et là aussi, pour des jeunes, mais quelle expérience voilà, de se confronter vraiment aux projecteurs, etc. etc. Mais ça, c'était possible parce qu'effectivement, Stéphane, bah oui, il prenait son bâton de pèlerin et qu'il est venu aussi dans le Médoc. Faiza l'a fait aussi. Hein. C'est comme ça aussi, en tout cas, que j'ai connu Jean-François Toulouse à l'époque, avant Faiza. Et donc, voilà. Donc, moi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, je vais pas faire plus long. Mais entre optimisme et pessimisme, effectivement, moi je vois qu'il y a des choses qui fonctionnent. Je pense qu'on gardera ce principe des visios. Moi, je trouve ça pas mal. C'est-à-dire que là, j'ai vu dans les collègues que j'ai une collègue de Bretagne. Donc, ça permet des choses qui ne seraient pas possibles sinon. Ça crée des nouvelles interactions. On fait maintenant, nous, assez régulièrement, une fois par mois, ou en tous les cas une fois toutes les 6 semaines, des rencontres en visio aussi par le côté associatif avec l'association Théâtre Éducation Aquitaine. On arrive à toucher des personnes qu'on n'arriverait pas à toucher. Donc la prochaine qu'on fera, c'est avec Marie Bernanos
le 7 avril. Marie Berdanos, c'est la spécialiste du théâtre jeune public en France. Bon, elle est à l'université de Grenoble et on pourra la voir. Donc, il y a des choses comme ça qui se font, qui permettent de créer du nouveau lien. À un moment donné, malgré tout, on aura besoin du plateau. Il faut revenir sur scène. C'est-à-dire que c'est effectivement ces deux choses. Dire qu'on invente des choses. En ce moment, effectivement, moi, on fait venir des artistes au lycée pour un tout petit peu de sensibilisation. Donc, on va avoir une compagnie de danse qui va venir, voilà, pour nous faire des poèmes de Baudelaire danser dans le lycée. Mais on n'y est pas, voilà, on n'y est pas. C'est-à-dire qu'il faut revenir dans le vrai lieu qu'est le théâtre, la fameuse boîte noire. Et là, je reconnais qu'effectivement, c'est là aussi où moi j'ai pris un peu de distance parce que je ne peux pas tout faire. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ça, travailler avec le fait de préparer un spectacle toute l'année. Mais parce que je sais qu'effectivement, comment faire de la masse, c'est un des vrais enjeux dont on a un peu parlé. Comment toucher le plus grand nombre de gens, il faut réussir à ne renoncer à aucun des deux. C'est-à-dire à la fois avoir des projets phares avec quelques jeunes qui découvrent vraiment la scène, le plateau, qui ont le temps pour ça, qui ont le temps avec l'artiste. Et puis, il faut aussi, et moi vraiment je ne hiérarchise pas, il faut aussi faire goûter au maximum de jeunes cette petite expérience qui crée quand même quelque chose. Et c'est là où l'éducation populaire est extrêmement intéressante, parce qu'après ça aussi, l'éducation populaire, pour moi, alors, il y a eu plein d'occasions manquées, mais quand on a retravaillé sur les rythmes scolaires, à l'époque, je travaillais encore à l'inspection académique, sous le précédent gouvernement, notamment avec les réformes vers le primaire, vous savez, et puis il y avait ces étapes, là, les temps d'activité périéducative. On n'a pas eu le temps, comme souvent, on change de gouvernement, on change de dispositif, ça n'avait pas le temps de vraiment grandir, se nourrir, etc. Mais ça commençait à devenir vraiment intéressant dans beaucoup d'endroits. C'était l'idée qu'effectivement, les élèves, ils avaient cette demi-journée qui était prise en charge par les communes. C'était très inégal, je sais, entre les territoires, ceux qui avaient des sous ou pas. Mais malgré tout, il se passait des choses et en l'espace de 3 à 4 ans, ça devenait de mieux en mieux. Où vraiment, là, cette fois, c'était effectivement c'était des gens de la culture qui venaient prendre en charge. Et j'ai vu de tout, hein. J'ai vu des trucs où ils faisaient des jeux de société, on se dit, bon, ben oui, ça fait, voilà, les bras m'en tombent. Mais j'ai vu aussi des choses qui se dessinaient, qui commençaient à se construire. Et là, je regrette vraiment parce que c'était une sorte de, voilà, de tuilage de l'action culturelle qui rentrait vers l'école et qui se faisait en primaire. Du coup, ça ouvrait des perspectives vers le collège et le lycée. Bien sûr, en soi, ce n'était pas satisfaisant, mais ça rendait cette présence-là, artiste-enseignant, beaucoup plus naturelle. Voilà, c'est surtout ça que je veux dire. Donc voilà, donc ça, pour moi, c'est une occasion un peu manquée. Parce que ça n'a pas duré, mais c'est comme l'histoire des arts qui s'était mise en place, qui au début était aussi une vaste fumisterie, mais qui commençait à trouver là aussi ses marques, sachant que ça ne remplacera jamais effectivement la présence de l'artiste, mais par contre voilà, ça complète. Et donc la présence de l'artiste, c'est une très très bonne chose. Ça va continuer d'exister, je le crois. Je vois bien que même un gouvernement comme celui que nous avons actuellement, même les difficultés les plus importantes qu'on puisse rencontrer ne remettent pas ça en cause. Il faut absolument que ce soit aussi l'élève qui soit dans le lieu artistique. On ne peut pas se contenter de l'artiste dans la classe. Il faut vraiment aussi que l'élève aille sur le terrain parce qu'on construit aussi ces pratiques culturelles de demain. Voilà. Mais enfin bon, je sais aussi, moi je suis content de voir que donc j'ai aussi une collègue, je dirais pas forcément une jeune collègue, mais en tous les cas une collègue, enfin aussi une jeune collègue, voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est pas forcément une collègue jeune, c'est ma génération et je suis plutôt jeune, mais c'est une jeune collègue qui a passé le concours il n'y a pas longtemps et qui est là dans la visio aussi, qui vient écouter ce qu'on se raconte. Et ça veut dire que voilà, c'est aussi un passage de relais de génération en génération d'enseignants. Et d'artistes aussi. Donc, il faut aussi qu'on ait des artistes qui soient avec les enseignants pour se former. Et ça aussi, pour se dire, tiens, on va travailler avec eux. Voilà, on y arrive, mais ce n'est pas si évident que ça quand même. Il faut bien reconnaître, on sait bien que ce travail de militant, c'est aussi un des enjeux. On oublie que l'éducation populaire, c'est aussi un travail de militant. Voilà. J'en ai fini, moi, pour ma participation directe, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Florent. Alors là,
le maître des horloges ici, ailleurs je sais, mais ici je crois que c'est Dominique Belougne, on a jusqu'à 8h30 à peu près, Dominique, ça te paraît correct? Oui, d'habitude il montre le pouce, voilà. Donc, alors là, à partir de là, je ne sais pas si j'aimerais bien que notamment Muriel intervienne, parce que je m'en veux de ne pas l'avoir invitée plus directement, donc si elle en a envie, c'est tout à fait possible, mais il y a d'autres personnes qui veulent peut-être intervenir. Prenez la parole. Si quelqu'un là, on ne la prend pas simultanément, puisqu'on a besoin de règles de savoir-vivre sur ces ordinateurs. Et puis, quiconque peut interpeller quiconque au travers de ce qui a été dit, ou peut aussi compléter, se rattraper, dire ce qu'il n'a pas dit, qu'il aurait voulu dire, etc. Alors, je ne sais pas. Est-ce que Muriel, tu veux dire 2 mots? Si tu Bon, veux dire je peux dire 2 mots. Bonjour déjà. Ah, mais tu l'avais déjà dit. Et puis, non, je n'ai rien préparé, mais tout simplement pour dire que moi, je ne suis pas catastrophée. Il y a des actions qui continuent à se faire. On a l'opportunité en tant qu'artiste, heureusement, en tous les cas, d'être toujours en action sur le territoire de la pédagogie. Le drame, c'est que l'artistique n'existe plus. On le fait avec tout ce qui est les options, toutes les actions pédagogiques que nous pouvons le faire, que ce soit à l'université, que ce soit dans les primaires, que ce soit même des spectacles que l'on peut visionner, et quels que soient les endroits, puisque dans nos options, en début de option théâtre, notamment en spécialité, que ce soit à Montesquieu, mais que ce soit aussi dans toute la région de Nouvelle-Aquitaine. Marnas, qui n'a pas pu donc créer son dernier spectacle, l'a pu le faire tourner dans les salles d'option, et quelle que soit la salle. Ça, c'est important. Parce qu'il faut bien dire que oui, Montesquieu, c'est la riche salle de Bordeaux. Mais il n'y a pas que Bordeaux. Ça, il faut bien savoir que les artistes, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, ils circulent, que ce soit effectivement loin, même à Soulac, mais ils circulent aussi dans le Pays Basque, et ils vont loin aussi. Et quand on a une option comme à Orthès, où les élèves n'ont pas la possibilité de prendre le tram pour aller voir un spectacle, ça coûte énormément cher à la structure pour pouvoir que les spectacles viennent à eux, et ou qu'ils viennent eux-mêmes voir des spectacles, que ce soit sur Pau, sur Tarbes, sur Bayonne ou sur Bordeaux. Donc ça, et on a pourtant la même enveloppe. Donc ça, ce sont des choses qui, je dirais, au niveau de l'éducation populaire, là, il y a des mesures qui sont différentes en ce qui concerne la pédagogie. Alors c'est vrai, quand on est dans la métropole, c'est bien, et quand on est un peu plus loin, c'est un peu plus complexe. Voilà. En ce qui concerne les actions, on peut encore les faire en tant qu'artiste associé, en tous les cas, dans les milieux scolaires, dans les milieux carcéral, je pense qu'on peut encore y aller. Ça, Colette peut peut-être Mas ou Ménos. Entre les deux, elle a l'air de dire, oui. Entre les deux, non, on ne peut plus. Ouais, plutôt, moi, je ne peux plus aller du tout en santé, tant parce que dans les milieux, que ce soit à l'hôpital donc de Cadillac, que Michel connaît très bien, bien sûr, mais où j'interviens, je ne peux plus intervenir. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus se retrouver. Et c'est une grande tristesse pour eux. C'est une grande douleur pour ceux qui le font. Pour ceux qui l'animent, eh ben, voilà, on en est là. Mais ceux qui participent, je peux dire que je suis triste pour eux, parce que j'ai des témoignages par écrit de ces personnes qui ne peuvent plus se retrouver, parce que ils sont dans leurs unités, et chaque unité ne peuvent pas se retrouver au sein d'un groupe, que ce soit en musique, que ce soit en danse, que ce soit en chant, que ce soit en théâtre. Donc là, il y a des grosses douleurs qui sont en plus de leurs douleurs
intrinsèque, puisqu'ils sont là en soins, mais ils ne peuvent plus se retrouver pour faire autre chose. Voilà. Et les artistes, après, les artistes dans la création, tous les artistes que j'ai pu rencontrer actuellement, on peut le faire, on peut jouer en milieu scolaire. Les Lubies, la semaine dernière, ont encore inventé des choses et ont pu jouer leur spectacle jeune public en milieu scolaire. On n'ouvre plus dans les lieux, mais on arrive à pouvoir artistique rentrer dans les lycées. Et c'est bon, c'est pas souhaitable que ça dure. On a besoin que les gamins aillent voir des lieux, se rencontrent ailleurs que dans leur structure, les gamins et autres, et nous. Voilà. Je voulais dire une chose. Oui. Il me semble importantissime que le théâtre devienne une fête. Redevienne. Oui. Redevienne. Oui. Oui. Le théâtre, là aussi, on a à évoluer. On est devenu une consommation aussi. Oui, bien sûr, voilà. C'est un produit. On est bien. Et oui, mais c'est nous qui le gérons, ça. Ah, on n'est pas seul à le gérer. C'est bien, à mon avis, la on n'est pas le seul à le gérer, mais s'il n'y a pas enfin, je vais faire. L'union. Il y a quelque chose à réinventer aussi. Le public, il vient consommer parfois un peu trop et il s'en va parce qu'il n'y a pas de lieu de convivialité. Je ne parle pas de tous les lieux théâtraux, mais il manque une convivialité. Lorsque je prends l'association que fait Vincent, tu la connais. On va manger ailleurs, oui. On va manger ailleurs. On discute quelques jours. On discute quelques jours plus tard. On discute autour d'un verre, d'une collation, de n'importe. Mais c'est une fête. C'est une communion. Je rejoins ce que disait Faiza tout à l'heure. Il y a une communion qui, aujourd'hui, me semble un petit peu s'étiole. Voilà. Si j'aimais Sigma, c'est qu'il y avait une communion à Sigmarmite. On finissait très tard, effectivement, un peu aviné, mais qu'importe. On n'a même plus le droit de boire sur les quais, alors, de toute façon. Donc, je pense que si on discutait longuement tous les deux sans tous les autres, on serait à peu près d'accord sur bien des choses, car effectivement, un lieu comme la Cartoucherie, où on voit les acteurs avant, on les voit après, on peut manger avec eux et échanger, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans le théâtre. C'est l'art privilégié de la rencontre, et la rencontre veut dire des tas de choses. Tu nous as parlé surtout du présent immédiat, c'est un pléonasme, mais je sais que le présent immédiat, c'est un peu un pléonasme, mais tu nous as fait un récit sur ce qui se passe, ce qu'on peut encore faire et ce qu'on ne peut plus faire. La question, on n'aura pas le temps ce soir, mais c'est et après. Comment, lorsque les fameux obstacles sanitaires qu'on nous avance, j'ai l'impression, et je crois que les intermittents savent bien qu'on les avance, quand ils seront levés, ces obstacles, qu'est-ce qui va rester et comment on va pouvoir refonder l'éducation populaire? Parce qu'on va être confronté à d'autres choses, à beaucoup d'autres choses. Du temps de Jean Vilar, ce qu'on apprenait à la maison, c'est ce qu'on apprenait à l'école et c'est ce qu'on allait après apprendre au théâtre populaire. Il y avait une chaîne. Là, actuellement, il y a des ruptures dans la chaîne. Et comme... Pardon, oui. Oui, mais quand il y a, on le sait très bien, artiste, sur un plateau, quand il y a des empêchements, il y a une porte qui va s'ouvrir. Aujourd'hui, il y a des tas de jeunes collectifs. Alors c'est vrai, on apprend ce mot, avant c'était la troupe, avant c'est la même chose, seulement il y a eu un temps où l'artiste aussi, et ça continue, souhaitait faire son parcours seul. Aujourd'hui, comme c'est plus tellement possible financièrement, ils se réunissent encore plus. Et peut-être que l'idée de troupe va reprendre. Parce que moi, je vais vous dire une chose aussi, que je lâche ma façon de voir, mais en tant qu'artiste qui intervient en milieu scolaire,
je n'interviens pas en mon nom. J'interviens au nom de structures qui sont conventionnées pour pouvoir que j'intervienne. Ce que je regrette, c'est que ces structures me paient. C'est tout. Ces structures sont une boîte aux lettres, ne sont plus une compagnie ou quelque... D'accord. Lorsque je crois que c'est quand on l'a vécu et quand on le vit plus qu'on s'aperçoit que ce qu'on a vécu était fédérateur, mais quand nous étions, enfin, qu'on a travaillé pendant 15-20 ans avec les chimères, c'est les chimères qui étaient moteurs. Et c'était une parole d'équipe, de direction, de confrontation d'idées. Merci Muriel. Colette a demandé la parole, donc c'est Stéphane Brunel qui m'envoie un petit message à ce sujet. Donc Colette, à toi. Ouvre ton micro, Colette. Ouvre ton micro. Oui, réactiver le son, voilà. Oui, c'est par rapport à ce que disait... moi, je suis extrêmement pessimiste sur ce qui va suivre. Pas moi, non. D'une part, parce que je suis très inquiète de la situation de tout ce qu'étaient les associations, que ce soit les associations de théâtre amateur ou que ce soit les autres associations. Je participe à pas mal d'assauts et c'est évident que la situation qu'on vit depuis plus d'1 an maintenant, avec tous les interdits, avec l'impossibilité de se rencontrer physiquement, d'avoir des activités ensemble, parce que par exemple, la situation des théâtreux amateurs, là on est dans une situation épouvantable. Ça fait maintenant presque 6 mois qu'on répète, nous les héros de la Garce, au groupe 33, en visioconférence. On a dû pouvoir faire 3 fois sur le plateau parce que les salles municipales sont fermées aux amateurs adultes. Seuls il n'y a que les scolaires, enfin, il n'y a que les enfants qui ont le droit d'utiliser les salles municipales. Il n'y a que les activités dites de loisirs enfants qui sont autorisées. Les activités de loisirs adultes sont interdites. Je ne fais plus de vélo, je fais du théâtre par visioconférence, etc. Donc ça contribue très, très largement, à mon avis, à démotiver quand même beaucoup de monde. On est pour le coup très très loin de l'éducation populaire. Hein. Et ce qui triomphe, c'est la consommation culturelle marchande. Alors on le voit avec le cinéma et puis les plateformes Netflix, etc. Mais je pense que c'était déjà ce qui combat, enfin, ce que l'on veut combattre plutôt au travers de l'éducation populaire, c'est précisément cette conception de la culture comme une consommation comme une autre. Hein. Donc, moi, j'ai très, très peur parce que ça va dans l'air du temps, quoi. Nous transformer tous en... On n'existe plus que comme consommateurs. Vincent veut intervenir. Oui. Je voulais aller dans le sens de ce que Colette disait en pensant effectivement que s'il y a gangrène, moins s'agit-il de l'islamo-gauchisme que de la marchandisation. C'est bien clair. Donc, tu t'employais le terme de consommation, mais je pense que le terme de marchandisation en rend encore mieux compte dans la mesure où ça renvoie à la fois à la consommation, au spectateur réduit à l'état de consommateur. Et attention, quand je dis ça, bien sûr, ça ne signifie pas le rejet de toute forme de divertissement et de toute forme de fête. Simplement, c'est la possibilité de se l'approprier, de se l'accaparer, pour revenir à ce que disait Muriel, d'en faire une fête et d'en faire un fait pour ceux qui sont là et non pas d'être dans la passivité. Donc, il y a ce danger, et ce danger, il existe aussi, on en a parlé tout à l'heure,
dans la façon dont comment dirais-je, les responsables techniques et politiques réagissent par rapport à ça et formulent des propositions. Là aussi, on s'aperçoit de ce point de vue que idéologiquement, c'est effectivement la marchandisation qui pénètre toutes les formes d'activité de la société. Et évidemment, quand on est passionné de théâtre, ça ne peut pas ne pas nous mettre mal à l'aise. Mais ça peut aussi nous donner envie de réagir, d'agir et de tout faire pour que cette pénétration à la fois violente et souvent très insidieuse n'aille pas jusqu'au bout de ce qu'elle rêve de faire. Voilà. Qui veut réagir? Guy Lenoir, peut-être. Guy, ton micro, je te prie. Guy, ton micro, Guy, n'est pas activé. Voilà. Voilà, parfait. Par nature, je suis très optimiste. Donc, demain sera un jour heureux. Oui, tu as raison. Non, c'est sûr. Parce que on est au fond du trou, là, enfin nous et les autres, évidemment. Il y a beaucoup de lamentations, de pleurs, de sensibleries exacerbées. Ce qui a été dit par Muriel, j'ai beaucoup apprécié quand elle parle du travail. De toute façon, on est tous au boulot, et puis même si on est dans l'individualité, dans son trou, on bosse au milieu du trou, et demain il en sortira des perles. Hein. Et la jeunesse aussi, je crois que c'est elle qui l'a dit, et puis d'autres aussi, dans le groupe que nous formons ce soir, on est très confiants en la jeunesse, nous tous. Parce que d'abord, c'est nous qui la formons. Donc, si on la malforme, mais on s'en prendra qu'à nous-mêmes. Hein. Voilà. Merci. Qui souhaite intervenir? Alors moi, je voudrais juste demander à ma collègue Béatrice, qui est d'une autre académie, s'ils ont, eux, réussi à ce que les élèves voient quand même des petites formes dans l'établissement scolaire, parce que je pense qu'ils n'ont pas pu sortir non plus du tout. Mais est-ce qu'il y a eu des spectacles vraiment montrés dans les établissements ou pas du tout? Comment ça se passe? Que Béatrice enseigne en option aussi. Alors, bonjour à tous, merci beaucoup de l'invitation de Florent et c'est très intéressant. Donc moi je suis en Bretagne, j'ai une option facultative de théâtre dans un lycée à 40 km de Rennes et on a un partenariat avec le Théâtre National de Bretagne. Alors nous on a pu voir un spectacle juste avant les vacances de la Toussaint. Les élèves d'option ont réussi à voir un spectacle de danse et un spectacle de théâtre le même soir. Et on avait, pour après les vacances, plein de spectacles programmés qui ont tous donc été annulés. Mais le TNB a pu nous proposer une petite forme qui avait été montée par 2 comédiens en marge des 1001 nuits montées par Guillaume Vincent. Et ils sont venus jouer au lycée. Le proviseur chez nous a dit oui tout de suite. Le contrat était que les comédiens ne seraient pas masqués, que nous, on serait à distance avec des masques. Et les élèves ont pu donc voir, depuis le début de l'année, 2 spectacles en tout, ce qui n'est pas beaucoup, évidemment, par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Mais on a pris tout ce qu'on pouvait prendre. Voilà. Et on a les intervenants artistiques qui viennent sur l'option en ce moment. Donc, cette richesse, voilà, on n'a pas perdu ça et on a bien conscience de la chance qu'on a de pouvoir au moins avoir ce travail avec les artistes. Voilà, et après, la question qui se posera, c'est les élèves jouent en fin d'année. C'est un moment important souvent pour eux. Voilà, l'année dernière, on n'a pas pu le faire. Et voilà, ça a été un crève-cœur et on espère que cette année, au mois de mai, il y aura des possibilités. Après, nous, voilà, c'est le milieu scolaire. On a la chance, moi j'ai dit, si on joue, même ne serait-ce que dans le lycée, voilà, si on ne va pas jouer comme on fait d'habitude à l'extérieur dans la ville à côté, on jouera au moins au lycée. Voilà. Je suis assez d'accord avec ce que j'ai entendu aussi sur le fait qu'après, on n'est pas obligé qu'il y ait un public. C'est vrai que pour les élèves, ça compte. C'est un passage, c'est autre chose de jouer devant un public. Mais il est évident que tout ce qui se passe dans la pratique théâtrale, indépendamment du rapport au public, est un enrichissement et des choses très, très importantes. Voilà. J'ai été touchée par beaucoup de choses de ce qui ont été dites ce soir, où je reconnais ce que je vis aussi, à la fois moi en tant qu'enseignante et en tant
Oui, partage des choses avec j'ai juste, effectivement, mon inquiétude, c'est que ce soit la deuxième année et pour peu qu'on ait encore une année perturbée, même si ça va redémarrer, ce ne sera pas ce que c'est ces 2 années, mais une troisième année qui serait perturbée, on va avoir vraiment toute une génération d'élèves, 3 ans, ça commence à être une génération de lycéens, Ouais. vraiment qui auront, là pour le coup, pour toujours, qui auront eu un trou dans leur parcours. Oui, Alors dans après leur ça parcours. arrive, et puis voilà, mais Ouais. c'est Oui, un oui. peu triste quand même. Ça, c'est vrai, hein, parce que ça compte quand même beaucoup le parcours de spectateur dans leur rapport à la pratique aussi. Et c'est sûr que ça va manquer. Moi, on va le voir, ça c'est vrai. Moi, je voudrais juste dire une chose, je ne sais pas si ça correspond, mais moi, je m'inquiète un tout petit peu à cause de la réforme du lycée pour les options facultatives de théâtre. Je ne sais pas si d'autres ici, parce que on est en train de s'apercevoir que les enveloppes globales horaires sont pas assez importantes pour pouvoir déjà travailler au niveau des spécialités. Moi, j'ai posé ces questions-là. Alors, chez nous, par exemple, hein, on a la chance d'avoir 3 groupes de théâtre. On a 8h30 de profs pour nos groupes et je suis dans un lycée qui fait c'est un 500 élèves, hein, c'est une cité scolaire, mais voilà, on n'est pas un gros établissement. Mais l'option facultative a une reconnaissance, elle a une place dans l'établissement, mais quand même, je commence à me dire que ces heures profs, on risque de vouloir nous les grappiller. Ils sont en train de vouloir fermer l'option facultative de dessin, enfin d'art plastique, parce que finalement, pour tant d'élèves, etc., parce que les enveloppes sont moindres et qu'en fait, comme il y a déjà ces fameuses spécialités pour lesquelles il faut réussir à faire des groupes, et moi, je m'inquiète parce que c'est très insidieux. On ne va pas nous dire, en fait, c'est pas nationalement, on va nous dire, on ferme les options théâtre, parce que là, il y aurait tollé. C'est dans chaque établissement des petites des choix. Et moi, je vois bien, hein, cette année, on s'est battu sur l'option art plastique parce que moi, je le vois venir. Ça peut être l'option théâtre, mais d'autres. Hein, c'est pas que pour le théâtre. C'est tout ce qui est autre, justement, pour les élèves. Merci, qui est important. Béatrice, merci. J'ai l'impression que je fais attention au temps, hein, excuse-moi. Je crois que Muriel a acquiescé. Je crois que Jean-Noël Piton voulait parler. Oui, il me confirme, il n'a pas parlé. Et peut-être Stéphane Alvarez. Muriel, tu veux compléter ce qu'a dit Béatrice? Non, mais j'acquiesce parce que j'entends les enseignants qui s'inquiètent effectivement énormément, de plus en plus parce qu'ils ils bataillent entre eux. Je ne comprends pas tout, mais ils bataillent entre eux parce qu'ils veulent se voler des heures, ils ont besoin d'heures. C'est je crois que dans les salles des enseignants, c'est une guerre d'heures pour garder leur privilège d'option. C'est affreux. Oui, c'est pas des privilèges en fait, mais effectivement. Oui, pas privilège, mais en tous les cas, dans leur. Jean-Noël. Oui, Jean-Noël. Oui, simplement, je demandais à parler parce que mon temps a été compté. Oui, tu as une autre réunion. Voilà. Et simplement, par rapport à la première question qui a été posée au tout départ, hein, l'importance du théâtre et du théâtre amateur et aussi de la fonction sociale du théâtre, je m'avance un peu en disant que peut-être je suis parmi toutes les personnes qui sont là l'ancêtre, puisque j'ai pris au mois de janvier dernier 86 ans. Et par rapport au théâtre, à l'expérience du théâtre que j'ai, moi je suis un simple comédien, je ne suis pas un grand spécialiste comme toutes les personnes que j'ai entendues. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'importance du théâtre amateur, et le théâtre amateur, justement, pendant la période de 39-45, qui était une période où on était frustré de beaucoup de choses. Moi, j'ai un souvenir enfant de théâtre, car dans les communes, moi, j'étais d'une région, la région angevine, dans n'importe quel village, il y avait une troupe amateur. Et pendant la guerre, la fonction du théâtre amateur, à ce moment-là, était très importante. Il y avait à la fois le sentiment d'exister en dehors de
de la tension permanente du fait de la guerre. Et dans le même temps, il y avait cette convivialité dont vous parliez tout à l'heure. Ça, c'est une première chose que je veux dire. Et la deuxième chose aussi, c'est l'importance de la fonction théâtre dans l'école. Et moi, si j'ai rencontré le théâtre, c'est d'abord dans mon enfance, pendant la guerre, à travers le théâtre. Mon père avait une troupe amateur de théâtre et on parlait du théâtre amateur où on se fend la gueule, et histoire de se fendre la gueule. Moi, le théâtre amateur que j'ai connu à cette époque-là, c'était pas ça. C'était vraiment du théâtre. C'était pas simplement pour de la grosse rigolade. D'ailleurs, j'y ai pensé à un moment donné quand Robert Hossein a monté l'affaire du Courrier de Lyon à Paris. J'ai vu l'affaire du Courrier de Lyon quand j'étais gamin pendant la guerre. Et j'ai encore le souvenir des Lesure qui est innocent, Lesure qui est innocent, des choses comme ça. Bref. Et oui, donc moi j'ai commencé le théâtre à l'âge de 7 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, et grâce à Michel, je croyais que l'année dernière, mon expérience de théâtre était terminée, mais pour l'instant, ça a foiré puisque ça a été… Une nouvelle expérience et à la crise en plus, tu vois, c'est quand même assez exceptionnel. Merci Jean-Noël de t'interrompre. Je te laisse conclure. Oui, simplement, bon, je n'irai pas plus loin, ça m'a tout à fait intéressé ce qui s'y est dit, et je pense qu'effectivement, la fonction sociale du théâtre est très importante, et que ça passe par l'école, mais ça passe par le théâtre amateur aussi, et effectivement, l'aspect, je dirais, consommateur du théâtre, on connaît ça, c'est sûr. Je dirais, dans certains milieux bourgeois, ça fait bien d'aller au théâtre. Je suis allé voir telle chose. Ce n'est pas pour autant que ça rencontre l'esprit du théâtre. Voilà, bon, je n'en dis pas plus. Et je vous souhaite bonsoir à tous. Merci et bonsoir. Je crois que tu dois partir. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, Auguste Poulon nous écrit qu'il ne voit pas de guerre dans les salles de professeurs, plutôt une nouvelle forme de cohésion, au contraire, pour défendre toutes nos options et tous nos enseignements. Et Béa dit, oui, je suis d'accord avec Auguste, mais cela doit dépendre des établissements. Stéphane, tu voulais intervenir? Oui, parce que Oui, vas-y, Michel. Et est-ce que tu as demandé la parole, Stéphane Alvarez? Non. Non, bon, alors c'est bon, c'est bien Stéphane Brunel. Oui, parce que le temps est compté, puisque tu avais annoncé 20h30, et je voulais vous redire que, évidemment, l'échange est passionnant parce qu'il est multiple, divers, varié et très riche, et vous dire aussi que la Ligue était là pour aider et faire. Et nous sommes aussi dans une sorte de forme de politique de l'action émancipatrice que j'avais évoquée au tout départ. Moi, je veux pas donner le mot de conclusion, surtout pas parce qu'il n'y a pas de conclusion, évidemment, mais j'ai un peu paraphrasé l'intervention de Colette Sardet qui m'a marqué particulièrement, et je vais essayer de reprendre des éléments que j'ai entendus. En fait, j'aime bien cette idée de théâtre d'art mateur, j'aime bien, parce que ça nous permet aussi de prendre le large de soi pour aller vers les autres et découvrir des territoires inconnus ensemble, puisqu'on a parlé de religion, et évidemment, je l'ai compris au sens latin du terme, religare, relier les uns avec les autres. Et surtout, moi qui suis un amateur particulier de la fête et pour faire la fête. Et je crois que c'est peut-être une des clés pour la reprise, d'annoncer et de dire éducation populaire, théâtre, venez faire la fête avec nous, quoi. Et je crois que c'est une dimension extrêmement importante parce que l'espace dans lequel on est, qui est très replié sur soi-même, je crois qu'il va y avoir un problème psychologique presque à se réouvrir au monde. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour se réouvrir au monde que le théâtre et le partage et faire la fête?
Et je crois qu'on peut combiner tout ça. Voilà ce que je voulais juste dire. Merci Stéphane. On ne pourra pas tout se dire ce soir. Il vaut mieux imaginer qu'on va se retrouver un jour ici et puis à l'occasion d'une grande fête. Moi, je vous remercie pour la richesse de vos interventions. S'il y a une conclusion à faire, je ne la ferai surtout pas. Vincent peut-être ou Dominique Belougne de toute façon, puisque c'était lui notre hôte ce soir. Donc Vincent, tu veux dire quelque chose? Je veux dire que je ne conclus pas. Je trouve que c'est… Tu as raison, moi non plus. Plein de choses qui sont arrivées et de toute façon, ça reste complètement ouvert. L'important, c'est qu'il y ait eu un échange avec quand même un public, si je puis dire, un participant venant d'horizons très différents et ça, c'était très intéressant. Voilà. Colette, tu veux intervenir? Non. Oui, non, je voulais juste dire que dans l'esprit de la grande fête, en 2022, le groupe 23 envisage une très grande fête. Mais c'est peut-être pas le lieu. Voilà. Mais tu en sais autant que moi, Michel. Oui, non, bon, mais on en parlera. Dominique, je te laisse conclure. On ne t'entend pas, Dominique. Mais non. Ah, il dit que c'est la fin. Apparemment, il n'a pas de micro. Mais il n'a pas de micro et c'est la fin. Donc, ouais. vraiment, merci à tous. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de prendre la parole parce que c'était difficile de la donner à tout le monde. Je vous remercie encore et j'espère vous retrouver très bientôt, notamment dans des théâtres ouverts. Très bonne idée, oui. Salut Michel, salut tout le monde. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Et merci beaucoup. Bonsoir à Et tous. salut à tous. Et à tous.